Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée de l'Homme pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui a d'autant plus de pertinence ici, savoir que de l'autre côté du mur, c'est le musée de la Marine aussi, donc on se dit qu'on n'est finalement pas si mal d'avoir hébergé cet événement au Palais de Chaillot, puisqu'on va parler de ce qui se passe dans nos océans et quelle est la vision qu'on peut avoir de ce qui se passe dans nos océans à travers ce qui se passe dans nos assiettes. Ça peut paraître un peu paradoxal, dit comme ça, de préserver un environnement tout en le mangeant. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est un peu tous ces sujets qu'on a eu envie d'aborder dans cette année, qui est l'année de la mer, comme vous le savez sans doute, et qui suscite beaucoup d'événements et beaucoup d'intérêt autour de justement ces espaces qui nous sont le plus souvent inconnus, même s'il y en a qui font un peu de voile ou un peu de plongée. Il se trouve que c'est des environnements qui sont effectivement mystérieux pour beaucoup d'entre nous, et on va essayer de démystifier un peu tout ça avec petite dizaine d'intervenants. L'après-midi se découpe en 2 sessions. Première session avec une approche plutôt historique, voire préhistorique. On va essayer de voir d'où on vient par rapport à notre passé. Souvent on dit on est chasseur-cueilleur, mais chasseur-cueilleur-pêcheur. On a tendance à oublier ce troisième vocabulaire. Il n'y a aucune notion biblique là-dedans, c'est vraiment au sens nourricier. Et puis on va basculer, donc ça c'est juste, ça va nous emmener jusqu'à 16h environ, et puis on y aura une petite pause pour se dégourdir les jambes. Et à partir de 16h30, on partira sur la session qui nous rapproche d'aujourd'hui, à savoir concrètement qu'est-ce qu'on mange une fois qu'on a appris tout ça. Et où là, on aura une intervention plus portée sur l'écologie aujourd'hui. Pour finir vers 18h, avec une allocation de Jimmy Pain, député de la 2e circonscription du Morbihan, qui nous fera le plaisir et l'honneur de conclure cette journée consacrée, enfin cet après-midi, pardon, consacrée donc à l'océan à table. C'est en fait la 2e édition d'un colloque que j'avais déjà organisé en 2021 sur le site du Muséum, au Jardin des Plantes, sur le site du Jardin des Plantes, parce qu'ici aussi on est sur un des sites du Muséum. Donc c'est une espèce de thème récurrent qu'on aime bien aborder, et de se dire effectivement c'est quand même finalement notre alimentation est une très bonne fenêtre et une très bonne motivation pour s'intéresser à notre environnement, qu'il s'agisse d'agriculture, d'élevage et ou donc de pêche. Sans plus attendre, donc on va faire venir tous les intervenants de la session. Donc je demande bien sûr à Roland, à Sandrine, à Frédéric et à Jean-Pierre de venir sur la scène, s'il vous plaît. Et chacun va raconter en une bonne dizaine de minutes ce qu'il a à nous raconter. Et puis, et après, on aura une session de questions collectives qui permettra à chacune et chacun de poser ces questions. Et je vais laisser Sylvie Dufour nous animer cette session et donc, par conséquence, être la maîtresse du temps. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire cette première table ronde. Nous sommes cette année dans l'année de la mer, en relation avec l'UNOC, l'United Nations Ocean Conference, qui va avoir lieu à Nice en juin prochain. Donc, nous sommes tous concernés et motivés par l'océan, son devenir, cet océan que nous avons toute l'humanité en commun et dont nous avons la responsabilité de le préserver et de le transmettre en bonne santé aux générations futures. À propos de générations futures, pour cette première table ronde, on va montrer à quel point c'est une très longue histoire, cet océan et ces ressources qu'on va transmettre, puisque les relations de l'homme avec l'océan datent de la préhistoire. Alors j'ai le plaisir d'appeler Roland Despoulet, préhistorien au Muséum national d'histoire naturelle, qui va donc commencer cette présentation. Comment est-ce qu'on fait déjà attends, je suis perdu avec le PDF là. 10 minutes alors. Ouais, mais comment est-ce que tu maîtrises toi le PDF en mode plein écran là? Je sais pas où il est là-dessus. Là. Sinon on fait comme ça. Hein. C'est vrai que je connais pas cette... Ah, c'est peut-être là. Vas-y, oui, ça paraît pas mal ça. Yes. C'est mieux. Mais on le voit pas encore. Ça y est.
Je vais essayer de tenir 10 minutes. 1 million d'années en 10 minutes, c'est pas facile. Non, je rigole. En fait, c'est... D'abord, je voulais te remercier, Christophe, de cette invitation, même si moi-même, je ne suis pas marin ni spécialisé dans la préhistoire des océans. Mais j'ai quand même, vous allez voir, je vais donner quelques exemples qui me touchent de près, parce que j'ai travaillé notamment sur le littoral atlantique du Maroc, où on a fait quelques découvertes intéressantes aux alentours de 100 000 ans. Donc je vais essayer de répondre à la question que je me suis moi-même posée, enfin que je nous pose. Depuis quand l'humanité se nourrit-elle de l'océan? Ça renvoie aussi à se poser la question, c'est quoi les plus vieux en fait, hein? C'est un peu, j'aime pas trop ce genre de questions parce qu'on essaie, c'est un peu la course à l'échalote, on essaie de toujours trouver le plus vieux du plus vieux, mais quand même, voilà, il faut essayer de donner quelques jalons. Mais avant, je voulais faire une sorte de mise en garde sur 2 biais principaux de ce qu'on peut dire de l'exploitation de l'océan au temps paléolithique, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant ce que Sandrine va... Enfin, Sandrine, c'est juste au passage des deux, de ce qu'on appelle la préhistoire classiquement. Là, je vais remonter vers 1 million d'années maximum, alors que la préhistoire de l'humanité est plus ancienne. Mais alors, quel est le premier biais? Le biais, il est d'ordre épistémologique. La préhistoire, qui a à peu près 150 ans en tant que discipline, c'est extrêmement focalisé sur le milieu continental. C'est à peine depuis les 30 dernières années, même si bien sûr il y a des contre-exemples dans la littérature ancienne, qu'on a vraiment commencé les recherches sur les occupations très anciennes, sur les littorales, dans les milieux insulaires, à travers le globe. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte d'un article de travaux d'Isis Mesfin, qui vient d'être recruté au CNRS, au Muséum, qui est africaniste, elle est spécialiste des silex, ça se voit, elle travaille surtout là-dessus. Et c'est assez intéressant de voir cette jeune chercheuse et son équipe qui travaille donc en Angola, de remettre ce sujet sur la table. Et cette carte, je trouve, est assez intéressante puisque on a l'habitude, quand on parle d'Afrique, de parler de la préhistoire vraiment continentale, voire hypercontinentale. Et là, elle a fait un inventaire de tous les sites très anciens, c'est-à-dire en dessous, plus vieux que 500 000 ans, sur les côtes africaines, en tout cas de l'Afrique australe. Et on voit tous ces points jaunes, là, c'est absolument incroyable, la densité. Tout cela, c'est pas encore vraiment daté. Et surtout, un focus voilà, sur le site de Dungo, en Angola, qui vient d'être daté aux alentours de 600 000 ans. C'est un peu ce qui est nouveau. Dans ce site-là, pas de restes osseux qui permettent de parler d'une pêche quelle qu'elle soit, même à pied. Mais par contre, la logique de la matière première lithique, avec les sites qui sont plus dans le continent, montre qu'il y a clairement, dès cette période-là, donc on est aux alentours de 500 000, 600 000 ans, un intérêt des populations humaines pour s'installer sur le cordon littoral, notamment africain. Mais en fait, ça c'est valable dans pas mal d'autres régions du monde. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler si j'ai le temps. L'autre biais, et j'ai choisi une vision très continentale, l'autre biais, c'est l'incroyable transformation des paysages qui a radicalement, et d'une façon, vous le savez, cyclique, pendant ce qu'on appelle le quaternaire, c'est-à-dire 1,8 million d'années avant nous jusqu'à aujourd'hui, tous les 100 000 ans à peu près, il y a un cycle climatique. Aujourd'hui, on est dans un cycle climatique qui a commencé, j'y reviendrai, il y a environ 110 000 ans. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même stade climatique qu'il y a 110 000 ans. Et il y a un moment très particulier, il y a environ 20 000 ans, ça c'est un phénomène global, terrestre, qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. Voilà à quoi pouvait ressembler la vallée de Chamonix, 1,5 km de glace au-dessus de la ville. Donc, j'ai pris cet exemple continental et je vais revenir sur les océans, rassurez-vous, mais c'est pour donner une idée des transformations majeures dans les paysages et donc forcément dans les types d'occupation. Je garde cette idée parce que finalement c'est le plus proche de nous et le plus pédagogique, si on veut, de ce dernier maximum glaciaire. Voici une carte simplifiée mais qui montre bien plusieurs choses. D'abord, l'étendue des calottes glaciaires à ce moment-là. Et puis, on le voit en couleur marron foncé, les étendues de terre exondées à ce moment-là, avec tout l'archipel sud-asiatique est ouvert, enfin, on peut y passer à pied, on sait, vous le savez certainement, qu'à ce moment-là, il y a 20 000 ans, on va à Londres à pied, etc. etc. Et ça sous-entend, j'aurais pas le temps de développer, mais qu'il y a, durant ces périodes-là, donc on parle de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de millénaires, des moments où les populations habitent certainement sur les côtes, mais aujourd'hui, ces sites archéologiques sont 100 mètres sous l'eau. Donc, ils sont infouillables, ils sont inaccessibles à la recherche. Dernier point, avant que j'oublie, ce qui se passe aujourd'hui, et qui est lié aux variations climatiques les plus récentes, d'origine anthropique, autrement dit les réchauffements climatiques, et notamment l'érosion du littoral, amène, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le permafrost qui gèle
ou des glaciers alpins, par exemple, qui libèrent des objets archéologiques qui étaient au congélateur, entre guillemets. En fait, il y a de plus en plus d'études qui sont dédiées grâce à l'érosion du littoral, c'est peut-être le seul aspect bénéfique, il y a des tas de sites qui apparaissent parce que la mer creuse et on voit apparaître des coupes stratigraphiques, on voit émerger des sites. C'est un peu une course contre la montre parce que marée après marée, saison après saison, ces sites disparaissent sous nos yeux. On court après ces sites que l'érosion fait apparaître, que la mer détruit quasiment dans le même temps. Je fais maintenant un saut dans cette région dans laquelle j'ai pas mal travaillé, juste voilà pour être raccord, une sorte de bloc diagramme qui montre que le trait de côte actuel de Rabat à Casablanca était 20 km plus loin, plus au large, il y a 20 000 ans, au moment du maximum glaciaire. Bon, je vais plutôt parler d'une autre chose, parce que ces grottes ont été occupées sur des périodes beaucoup plus longues, et je vais partir du présent. Il y a quelques années, il y a à peine 10 ans, avec plusieurs collègues, dont des collègues ethnographes, ethnologues, on s'est intéressé aux pêcheurs de moules actuels, ceux qui aujourd'hui même, je n'aurai pas le temps de développer, mais juste en un mot, s'affrontent à une urbanisation et à une population plutôt aisée dans cette région de Rabat, parce que ce sont des gens qui sont en marge de la société, qui vivent d'une économie informelle, du ramassage sauvage de moules sur le littoral. On s'est intéressé à ces gens-là parce que aujourd'hui même, ils pratiquent une pêche, et vous voyez sur la photo qui est à droite, qui provoque des amas coquillés, je vais en reparler, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes de coquilles, là en l'occurrence de moules, qui sont les déchets de préparation culinaire qui sont vendus aux habitants de la région. Au passage aussi, parce que je crois que je n'aurai pas le temps d'en reparler, ce qu'on apprend aussi grâce à ces exemples ethnographiques, c'est que les coquillages eux-mêmes servent d'outils. Coquillage, c'est pas seulement manger, vous allez voir, il y a autre chose, je terminerai là-dessus, mais c'est aussi des outils. C'est un médium important finalement de se nourrir de l'océan, c'est aussi se nourrir techniquement d'un certain nombre d'outils. Alors pourquoi ça nous intéressait ces exemples ethnographiques? Parce que sur ces sites même à Témara, on a ces mêmes amas coquillés, mais qui pour certains ont 5 à 7 000 ans, et pour d'autres ont plus de 100 000 ans. Et c'est les mêmes choses qui se reproduisent. Vous voyez qu'on est entre les deux phases de l'interglaciaire, dans l'interglaciaire de 100 000 ans, et après au néolithique, autour de ce maximum glaciaire. Et ce qu'on retrouve dans les grottes, ce sont des amas dans lesquels se mélangent des os de gazelle, des silex taillés, et énormément de mollusques qui sont ramassés. Là, en l'occurrence, ce qui domine, c'est les moules et les patelles. Et pour aller très vite aussi, donc ça, c'est une consommation, mais encore fallait-il, vous savez, en archéologie, dans le régime de la preuve, encore fallait-il le prouver. Il y a quelques années, avec un étudiant qui faisait sa thèse sur l'aragonite et la calcite, je vous passerai les détails, c'est donc une étude sur la croissance des coquilles de patelles, c'est absolument fascinant. Je ne suis pas spécialiste, je voudrais en parler, j'en ai pas le temps, mais la vie et l'éthologie de la patelle, c'est un animal fabuleux, et notamment sur la construction qui est mi-organique, mi-minérale de sa coquille tout au long de sa vie. Ce que découvre par expérimentation Julius Nouet, donc durant sa thèse, c'est qu'en prenant des coquilles archéologiques qui ont 100 000 ans, et en les comparant avec des coquilles qu'on trouve dans l'estran aujourd'hui, il se rend compte qu'une patelle qui se décroche de son rocher, parce qu'elle est morte, au bout de 24 heures, toute l'aragonite de sa coquille se transforme en calcite. Donc là, on a un gradient de 24-48 heures qui nous permet d'affirmer que si dans une coquille de patelle, on trouve de l'aragonite, c'est qu'elle est morte il y a moins de 48 heures. Et le truc absolument incroyable, c'est que Julius Nouet, en étudiant les patelles d'il y a 100 000 ans, parce que le milieu sédimentaire était exceptionnel, il a retrouvé de l'aragonite. Et ceci nous a permis de prouver que ces coquilles, ramassées il y a 100 000 ans, avaient été ramassées vivantes pour la consommation. Dernier point, vous voyez, c'est ce qui est illustré à droite. Il y a quelques-unes de ces patelles archéologiques qui portent des esquilles sur les côtés. L'hypothèse non démontrée par l'expérimentation, mais qui est assez plaisante, c'est qu'on a bien affaire là à des outils en silex, de type les mêmes qu'on utilise aujourd'hui pour attraper les patelles sur les rochers. Donc il y a un système, ce n'est pas anecdotique, hein, vous allez voir que ça se développe sur plusieurs régions du monde. Ce n'est pas une pêche ponctuelle, c'est un système organisé, technique, une connaissance du littoral, des marées, etc. etc. Et puis, il y a moins de 2 ans maintenant, une découverte extraordinaire. J'aurais pu parler du site de Roselle, dans la Manche, qui est à peu près contemporain, qui est néandertalien. Là, c'est du sapiens. C'est des pistes, des empreintes de pas, animaux et surtout humains, c'est ça qui nous intéresse, sur les mêmes côtes au même moment. Ça, c'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. On a là les traces, l'immédiate trace certainement de pêcheurs et de pêcheuses à pied qui se servaient et s'alimentaient sur ce littoral marocain, atlantique marocain.
Je vais très rapidement, je sais pas, oui, ça va, je suis encore dans les temps, pour juste vous donner quelques exemples et aussi pour lancer peut-être par écho, et je laisserai aussi la parole à Sandrine parce que je pense que chronologiquement, elle va prendre le relais. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que finalement, pour toute sa période paléolithique, on a assez peu de vestiges. Chaque fois, c'est des sites exceptionnels grâce à leur conservation. Ils sont relativement rares. Ce n'est pas du tout ce qui se passe à partir du Mésolithique, aux alentours de 8 à 9 000 ans, où là, les sites se multiplient et la conservation est meilleure. Donc ce site de Figueira, au Portugal, publié récemment, montre une exploitation de plusieurs espèces, crabes, patelles, bigorneaux, si je me rappelle bien, crabes aussi. Et là aussi, donc ça, c'est des populations néandertaliennes. Au Maroc, c'est à peu près la même période. Au Maroc, c'est des Homo sapiens. Ici, au Portugal, ce sont des néandertaliens. Et de nouveau, ce n'est pas du tout une pêche opportuniste, c'est quelque chose de structuré pendant une longue durée et des habitats saisonniers. Ce que j'ai oublié de dire dans les deux cas, si je crois que j'en ai parlé pour le Maroc, c'est que cette consommation de la ressource littorale s'accompagne d'une consommation aussi de mammifères terrestres au même moment. Donc c'est des ressources complémentaires. Et puis, dernier point, je voulais développer, peut-être si j'ai le temps, je dirais encore un mot sur les bateaux, en fait, au Paléolithique. Est-ce qu'on peut en parler? C'est l'autre élément. Je vous ai parlé, finalement, donner quelques exemples très rapides sur les ressources marines et littorales, pêche à pied, en termes d'alimentation, aussi en termes d'outils. C'était juste un petit clin d'œil, mais c'est une voie de recherche qui se développe en ce moment, les coquillages outils. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler l'alimentation symbolique, l'alimentation qui provoque autre chose que de l'alimentation. Et pour l'instant, dans l'état actuel de la recherche, les plus anciens bijoux, c'est-à-dire des marqueurs culturels forts de groupes ethniques sur la planète, ils ont aux alentours de 100 000 ans, peut-être un peu plus, et ils sont tous dans des sites côtiers, quasiment tous. Ou alors, s'il s'agit de sites plus continentaux, ce sont ces fameux Nassarius, qu'on appelle maintenant Actarius, mais peu importe. Ce sont les coquillages soit méditerranéens, soit atlantiques, donc ils ont été ramassés sur les côtes. Et ces coquillages, pour aller très vite aussi, qu'on trouve par exemple dans le site d'El Nasra au Maroc, là, sur le littoral atlantique, ont été soit percés volontairement, soit naturellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils portent des traces d'abrasion. Donc ils ont été portés, cousus sur des habits ou sous forme de colliers. Ils ont été très souvent colorés avec du colorant rouge, de l'hématite. Donc il n'y a aucun doute maintenant, de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord, il y a un certain nombre de sites, une trentaine connus, où les premiers bijoux de l'humanité, ou en tout cas les plus anciens, vers 100 000 ans, apparaissent en lien direct avec la consommation de la ressource littorale, parce qu'au même moment on ramasse des huîtres et des moules, au même moment on ramasse les Nassarius, qui sont à peu près dans les mêmes biotopes rocheux. Et puis deux autres exemples d'espèces que je trouve, alors elles sont rares, mais que je trouve tout à fait spectaculaires. Le phoque moine, alors pourquoi je montre celui-ci des sites, là on s'est avancé dans le temps, j'ai oublié de le préciser, on est entre moins 20 000 et moins 15 000 ans, dans la dernière phase de ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur. Ce qui est important pour nous, préhistoriens, c'est ce qui se passe à droite. Les petites flèches blanches montrent des traces de silex, ce qu'on appelle des traces de boucherie. Donc là, on a la preuve de décarnisation, d'activité de boucherie sur l'animal, sur le phoque. Mais aussi alimentaire, mais aussi représentation. Je pense que tout le monde connaît la grotte Cosquer et son facsimilé. Il y a 3 phoques qui sont représentés sur les parois, ainsi d'ailleurs au passage, pas trop le temps d'en parler, mais des grands pingouins, espèce disparue je crois en 1844 du fait de l'homme, qui là aussi est une ressource. Je n'ai pas parlé beaucoup des oiseaux, mais les oiseaux marins ont été une ressource pendant tout le Paléolithique. Donc voilà une illustration, vous allez en voir d'autres que je trouve spectaculaires, de la façon dont le littoral, et donc l'océan, alimente l'imaginaire des populations paléolithiques. Ça, c'est un des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un projet que Jean-Marc Pétillon du CNRS à Toulouse a mené pendant plusieurs années, donc un travail collectif. C'est une carte générale, je ne vais pas m'y attarder, on pourrait y revenir dans la discussion, mais voilà, des oiseaux, des mammifères, des cétacés sont retrouvés sur des sites côtiers et tout à fait dans les terres aussi, en pleine Pyrénées. Ça pose la question de la circulation de ces objets, de la pêche, et puis peut-être, je dis maintenant parce que après je vais oublier, le phoque comme le saumon, qui sera mon dernier exemple, sont des espèces dont l'éthologie a démontré qu'ils pouvaient remonter les cours d'eau, donc ils pouvaient être en même temps marins, mais en même temps être chassés ou pêchés tout à fait dans les terres. Donc c'est, pour le préhistorien, en tout cas dans l'état actuel des recherches, quelque chose qui n'est pas du tout déterminé. Juste, j'attire votre attention.
des canines de phoques transformées en éléments de parure. Au milieu, c'est peut-être une des pièces les plus incroyables que je connaisse, c'est la même baguette décorée de plusieurs représentations de phoques, mais qui a été interprétée comme plusieurs phases du travail de boucherie de dépeçage d'un phoque. Donc là, on aurait la preuve en image de la boucherie, du dépeçage et du découpage du phoque pour la consommation. Et puis une pièce qui représente un bouquetin, mais qui est faite sur une dent de cachalot sculptée, qui est une des pièces maîtresses de l'art paléolithique. C'est en même temps d'ailleurs une pièce perforée, donc certainement un élément de parure. Et puis dernier élément, en espérant être resté à peu près dans les 10 minutes, tout à fait continental, lui aussi, en plein milieu du Périgord noir, dans les Hésites Taillac, un abri-sous-roche. C'est un saumon qui représente les grandeurs nature. Il est plafonnant, hein. Si vous visitez le site ou si vous le connaissez, il faut lever la tête pour le voir. Ce saumon, voilà, c'est un des témoins, en tout cas c'est comme ça qu'il est interprété, de ces saumons qui frayaient la Dordogne et la Vézère et qui venaient jusque dans ces terres-là pour la pendaison. Donc voilà comment, vraiment très très résumé, je voulais en quelque sorte parler du paléolithique de l'océan. Et puis je terminerai pour aussi faire la transition avec Sandrine, que, en gros, il est vrai, si l'océan a été le parent pauvre du paléolithique, c'est aussi parce que, voilà, je vous l'ai dit, il y a très peu de sites, il y a beaucoup de sites, qui sont inaccessibles aujourd'hui, et qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour en parler. Si j'ai encore une minute, je la prends. Une minute, ou même moins, parce que c'est un sujet que je n'ai pas illustré. Comment prouver une pêche en bateau, c'est-à-dire une pêche pélagique à ces périodes-là? On ne peut pas le faire. Par contre, on peut, à travers certains éléments, je pense notamment aux travaux de Thomas Njiko dans les Philippines, où, alors ça c'est aux alentours de 700 000 ans, dépeçage d'un rhinocéros sur une île. Le rhinocéros, comme les hommes qui l'ont découpé, n'ont pas pu venir à pied, c'est pas possible. Donc il y a forcément au moins des passages de bras de mer, et donc une navigation. Il y a l'Homo florensis, l'Homo lunosensis, que Florent Détroit a publié il y a quelques années, qui eux aussi sont des populations qui ont forcément, dans cet archipel du sud asiatique, navigué, en tout cas traversé des bras de mer de grande distance. Et puis, il y a, vous le savez certainement, le peuplement de l'Australie, vers 50 000, 60 000 ans. Hein, c'est à peu près les mêmes périodes que les deux espèces que je viens de citer, où là aussi, le peuplement d'Australie ne peut être qu'à travers une navigation. Ce n'est qu'aux périodes les plus récentes, et je terminerai là-dessus, on est au Mésolithique, vers 8 à 9 000 ans, des preuves certaines d'embarcation, notamment de transfert d'obsidienne depuis la Sicile vers la Tunisie. Évidemment, je dis évidemment parce qu'au muséum, on le connaît bien, Jean-Denis Vigne et son équipe a fouillé et fouillent depuis des années l'île de Chypre, où là, on a des preuves extrêmement tangibles et approfondies de tout un système de navigation. Mais vous voyez qu'on est finalement à la fin, toute fin de la période que je viens vous évoquer très rapidement. Donc, bonjour. Je vais vous emmener de l'autre côté. On va quitter l'ancien monde pour partir vers le nouveau monde. Et je vais vous présenter les 7000 ans de pêche et d'alimentation marine par les populations essentiellement précolombiennes que j'étudie depuis plusieurs années. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable augmentation de la pêche à l'heure actuelle avec un effondrement des stocks. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment et dans quelle mesure les populations déjà pêcheuses de l'époque pouvaient influencer et agir sur l'effondrement des stocks dès 5000 avant Jésus-Christ, avant notre ère en tout cas. Donc quand je vous montre cette image, que voyez-vous ? Vous voyez un joli fond corallien avec plein de petits poissons chirurgiens qu'on appelle des dories, pour ceux qui connaissent. Mais moi, ce que je vois, c'est ça, en fait. C'est des os, des poissons qui sont remplis d'ossements. Et en fait, c'est ça mon métier. Ça va être d'aller identifier les ossements de ces poissons que l'on va retrouver en contexte archéologique associé avec l'homme. Donc effectivement, l'idée, c'est d'aller essayer de reconstruire l'exploitation marine par les populations précolombiennes et également la biodiversité, l'archéobiodiversité des différentes espèces qui ont vécu dans les régions tropicales. Alors, qu'est-ce que c'est que la Caraïbe ?
La Caraïbe, c'est un grand bassin qui va être entouré d'abord de continents, de terres basses continentales, sur lesquelles on va retrouver par exemple les Guyanes, le Brésil un petit peu plus bas, mais aussi des îles continentales comme Trinidad et Aruba. On va avoir aussi ce qu'on appelle l'ère intermédiaire qui va être coincée entre les Incas et les Mayas, qui est souvent oubliée, mais qui est essentiellement constituée de populations de pêcheurs, chasseurs, collecteurs. Et on va avoir évidemment l'archipel insulaire, un véritable archipel océanique qui n'a jamais été en contact avec le continent, quels que soient les niveaux marins que vous a montré tout à l'heure Roland. Même s'il y a eu des effets de fluctuation du niveau marin à cet endroit-là, certaines îles ont été reliées entre elles, mais elles n'ont jamais été reliées avec le continent. Donc du coup, ce sont des centaines de milliers de restes de vertébrés de poissons, mais également de tortues et de mammifères marins et de mollusques qui ont été fouillés ces dernières années et un petit peu partout dans les îles dont je viens de vous parler. Et elles proviennent la plupart du temps d'amas coquillés qui sont un petit peu diffus, comme vous pouvez le voir ici sur Barbuda, mais qui peuvent être beaucoup plus denses, comme ici au Nicaragua, sur un véritable amas coquillé construit de plus de 3-4 mètres de haut. Et en Martinique, l'exemple que je vous montre, en fait, les mollusques servent aussi à caler les trous de poteaux le long des fondations pour les carbets, pour les maisons des Amérindiens. Donc, en fait, l'archéozoologie va d'abord aller sur le terrain. On va prélever le matériel dans les poubelles des Amérindiens. Nous allons ensuite identifier anatomiquement et taxinomiquement les ossements des différentes espèces pour pouvoir voir quelles ont été les espèces ciblées. Ensuite, on va observer toutes les traces de découpe, de feu ou de transformation qu'il y a pu y avoir sur ces ossements. Donc ici, par exemple, une petite dent de baliste, qui est un poisson corallien, qui a été percée et donc utilisée en parure. Et puis, les ossements sont porteurs d'informations directes grâce aux isotopes stables, et notamment ceux du carbone 14. Donc, on va pouvoir faire des datations directes et on va pouvoir reconstruire les paléo-environnements. Et enfin, par la reconstitution, l'estimation des tailles de poissons, on va pouvoir aussi essayer d'aborder les paléo-environnements et les techniques de capture. Pour cela, on va avoir besoin de collections de références. Donc du coup, on va aller constituer une collection de références de tous les poissons de la région de la Caraïbe. Évidemment, on ne peut pas tous les avoir, donc on va participer avec d'autres musées et échanger avec d'autres musées qui possèdent ces collections afin de les utiliser pour ensuite identifier tous ces restes osseux et malacaux que l'on va retrouver dans les sites archéologiques. Alors ici, je vous ai mis plusieurs exemples en pagaille, mais on peut voir que, par exemple, on va avoir du poisson perroquet, qui est facilement reconnaissable, en haut à gauche. On va retrouver aussi un même os, par exemple, qui va se décliner sur 3 espèces différentes, et on voit que pour le même os, on arrive à identifier l'espèce. Vous allez avoir beaucoup d'éléments de tortues marines, notamment avec des cimetières de tortues marines comme on a pu en retrouver à Bocas del Toro au Panama. Donc je mets des guillemets parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un cimetière naturel, mais qui a été créé par l'homme. Et puis bien entendu, tout ça est accompagné par de nombreux mollusques. Les espèces que l'on va retrouver sont à la fois des espèces coralliennes, mais aussi des espèces pélagiques que l'on va aller pêcher assez loin en mer, comme les thons ou d'autres grosses bêtes comme certaines carangues, et donc qui nécessitent des embarcations. Donc il y a quelques années, depuis les années 90, une étude de ce déclin des stocks de poissons à l'heure actuelle. Et pour ce faire, des chercheurs comme Polly et collègues ont beaucoup travaillé sur la théorie de... alors là, c'est pas Polly, c'est Wilson, hein, pardon, c'est MacArthur et Wilson, ont travaillé sur la théorie de l'insularité et de l'équilibre précaire d'une île et des écosystèmes qui vont les composer. Donc, dans leur recherche initiale, cependant, ils n'ont pas considéré l'impact des activités précolombiennes comme un mécanisme de forçage possible. Et c'est là où nous, on va intervenir. Une autre théorie qui a beaucoup fait avancer la recherche ces dernières années, donc c'est celle de Polly et collègues, qui va travailler sur les niveaux trophiques des différentes espèces
et qui va donc pouvoir ranger chaque espèce de poisson en fait, selon un niveau dans la chaîne alimentaire. Et puis, à partir de là, ils ont proposé un postulat, parce que depuis 1950, ils ont bien étudié toutes les pêcheries mondiales, ils se sont rendus compte qu'il y avait un déclin systématique du stock de pêcherie dans le monde entier, quel que soit le bassin marin qu'ils étudiaient. Sauf que, encore une fois, le postulat était que la pêche pré-industrielle, étant de faible intensité, ne pouvait pas influencer de manière significative les écosystèmes marins. Et en fait, c'est une question qu'on se pose. Est-ce vrai ? Donc d'abord, qui étaient nos Amérindiens précolombiens ? En fait, il s'agit effectivement de populations de pêcheurs, chasseurs, collecteurs itinérants sur brûlis. Donc ils pratiquaient la pêche évidemment quotidienne, mais ils allaient aussi exploiter des plantes et une horticulture et une proto-agriculture, ou une agriculture, ça dépend des auteurs, on n'est pas tout à fait d'accord sur le sens du mot. Et donc ils allaient défricher des pans de forêt. Et pour cela, ils pouvaient naviguer d'île en île en fonction des saisons et des espèces qui les intéressaient. Et ça commence donc vers 5000 avant notre ère. Il y a les premières populations qu'on a dit méso-indiennes qui ont colonisé l'archipel et qui étaient vraiment nomades. Et ils bougeaient vraiment au fur et à mesure des saisons en fonction de leurs besoins. Et puis, d'un seul coup, vers 500 avant notre ère, il y a une très grosse vague de migration de potiers qui va envahir la totalité de l'archipel et qui va être très, très homogène d'un point de vue technique, pratique, objet culturel, et qui vont utiliser de grandes embarcations de plusieurs dizaines de personnes. On pouvait monter à 50 dans ces embarcations. Et puis, progressivement, elles ont fait place à une multitude de petites cultures, une espèce de régionalisation des sociétés, avec une exploitation de tous les milieux, c'est-à-dire elles vont commencer à quitter les grandes îles volcaniques pour aller s'installer sur les îlets, sur les îlots, même quand il n'y a pas d'eau douce, et pratiquer beaucoup d'échanges entre eux. Et puis, en 1492, les Taïnos des Grandes Antilles et les Kalinago des Petites Antilles vont rencontrer Christophe Colomb et les autres Européens qui vont commencer à coloniser la région. Et puis ensuite, avec les travailleurs serviles qui vont être apportés dans la région, il va y avoir un brassage de différentes cultures mondiales qui vont s'installer dans la Caraïbe. Alors du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir avec tout ça l'évolution de la pêche et de l'exploitation du milieu marin. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est en vert, ce sont les proportions des animaux terrestres, et ce qui est en bleu, ce sont les proportions des animaux marins. Et on voit bien qu'au cours du temps, il y a vraiment un déclin de l'exploitation du terrestre en faveur du marin, dans les petites, en tous les cas dans la Caraïbe insulaire. Sauf au moment de l'arrivée des populations coloniales où on rebascule vers une exploitation surtout terrestre. Et puis, si l'on regarde la théorie de MacArthur et Wilson et celle de Pauly, on observe la chaîne alimentaire et on voit bien que pour chaque île, quelle que soit l'île étudiée, on va partir d'un réseau trophique plutôt haut à un réseau trophique plutôt bas. Et donc, du coup, il y a une chute, justement. On quitte les grands prédateurs, les grands poissons, pour aller pêcher les petits poissons de banc, les petits poissons herbivores. Alors, comment reconstituer les écosystèmes de ces différents poissons que l'on peut déjà imaginer ici ? Eh bien, en fait, par le nombre d'individus représentés par espèce, on peut aussi proposer de reconstituer leurs écosystèmes en partant de plusieurs principes. C'est que certains poissons vont naître d'abord dans la mangrove, vont migrer ensuite sur le récif corallien quand ils vont être à l'âge adulte. Donc on va passer de petits poissons, de petits bancs de poissons herbivores à des individus solitaires, adultes de plus grande taille qui vont vivre sur le récif. Et là, en même temps, la taille des poissons va être fortement corrélée à leur âge et à leur maturité de croissance, et donc à leur emplacement dans l'écosystème. À partir de là, on va reconstituer les écosystèmes. Ici, c'est grosso modo
les 6 écosystèmes majeurs que l'on va retrouver dans les petites Antilles. Et vous remarquerez que le DCP, qui va représenter surtout les poissons de haut fond, les poissons pélagiques, et sont très bien représentés en fait dans les faunes. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment beaucoup d'embarcations pour aller pêcher loin en mer, pour aller chercher des poissons qui ne sont pas toujours faciles à exploiter. Alors comment on va reconstituer leur taille? Eh bien, en fait, les poissons ont cette particularité d'avoir une corrélation très forte entre la longueur d'un os, n'importe lequel, et la longueur totale du poisson, et la masse du poisson. Et ceci à n'importe quel âge. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel os, on peut estimer la taille du poisson. Donc, on va faire des équations prédictrices à partir des collections modernes, et ensuite, on va pouvoir l'appliquer à des populations archéologiques et proposer des fréquences, des histogrammes de fréquences des tailles de poissons. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, quelle que soit l'espèce, donc là, je vous ai mis une dizaine d'espèces, on peut avoir des fréquences un peu différentes. Par exemple, on va avoir des thons tout au fond là-bas qui vont être pêchés plutôt avec des hameçons. On va avoir des carangues également dans le même cas. On va avoir des mérous. Les mérous, ils vont être pêchés de différentes manières, probablement avec des hameçons, mais également peut-être avec des arcs et des flèches. Et puis, on va avoir des petits poissons de banc, ceux qui ont des courbes très proches de la base, qui vont être pêchés plutôt au filet. Donc là, ça va être le cas de gorettes, par exemple. Alors, si on continue avec nos gorettes, on voit qu'au cours du temps, la maturité de ces poissons, elle est représentée par la ligne blanche. C'est l'âge auquel ces poissons peuvent se reproduire. Et on voit que progressivement, la taille diminue. En fait, la taille de prélèvement de ces bêtes diminue au cours du temps. En même temps, si on compare le lieu de prélèvement de ces bêtes, puisqu'on a vu qu'elles migraient pendant leur croissance, on va voir qu'on passe d'un prélèvement plutôt dans les espaces coralliens à une spécialisation sur les mangroves, donc avec un changement de technique de pêche en cours du temps. Si on applique ce modèle à l'ensemble des poissons que l'on a pu avoir, et en les additionnant tous, on a, au cours du temps, pareil, une évolution. Et on voit qu'on passe d'une pêche, probablement un double type de pêche dans les périodes anciennes, avec des poissons pélagiques de grande taille et des petits poissons de banc, à uniquement des petits poissons de banc. Voilà. Et en fait, ceci pour conclure, on voit qu'il y a un changement économique synchrone sur toutes les îles entre la période ancienne et la période récente, avec une économie de pêche qui est basée sur le risque, avec une prise de risque à la fois humaine et économique, c'est-à-dire qu'on part pêcher du poisson en embarcation, loin en mer, mais quand on revient avec beaucoup de poissons, à une pêche qui est sans risque, on va dans la mangrove, on est sûr de ramener plein de petits poissons, par contre c'est très chronophage. Et là, toute la population peut participer à la pêche, les plus jeunes et les plus âgés. Et à la période plus récente, on voit qu'il y a un changement de localisation des sites archéologiques qui vont aller même sur des endroits de plus en plus arides ou difficiles à vivre. Une mangrove, ce n'est pas forcément facile à vivre avec tous les moustiques qui vivent dedans et les inondations permanentes. Et donc, du coup, il y a un déplacement dû à un choix économique de pêche de plus en plus spécialisé. Il y a un déplacement des populations vers de nouveaux villages. Et en fait, le point commun à toutes ces îles de la Caraïbe, c'est le temps d'exposition des populations dans les différents écosystèmes insulaires, puisque ce sont des petits réservoirs biologiques fragiles, et leur modification va induire un déséquilibre écologique qui va être ensuite difficile à rétablir. Et donc la non-prise en compte des données fossiles contribue probablement à une sous-estimation importante de l'impact des humains sur la biodiversité marine, notamment dans la Caraïbe. Et en fait, notre espèce va laisser une empreinte sur l'environnement, quel que soit le niveau de complexité culturelle, qu'il s'agisse de précolombien ou de colonial. Je vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'ai un peu le sentiment qu'après les pas de temps qui viennent d'être exposés, moi je vais vous parler de la dernière seconde du temps.
parce qu'il s'agit de se concentrer sur les évolutions de la consommation de poissons en France et au XXe siècle, enfin poissons et produits de la mer, produits de l'océan. Donc à travers cette petite seconde, en réalité, il y a quand même à l'intérieur des évolutions à observer, et c'est celle-ci que je voudrais partager avec vous. Alors, il y a trois aspects qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est d'essayer de saisir sur l'ensemble du XXe siècle quelles ont été les évolutions de consommation. Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions marquées, et puis comment ont-elles été transformées? Ensuite, cette augmentation générale de la consommation de produits de la mer au cours du XXe siècle, comment a-t-elle été impulsée, soutenue, suscitée par des formes diverses de propagande? Et puis, puisque l'on parle de l'océan à table, le troisième point, c'est de savoir quelles sont ces consommations. Est-ce qu'au fond, l'idée que l'on a de la consommation de ces produits de la mer correspond à une appétence particulière dans l'histoire de l'alimentation? Est-ce que cette évolution correspond à des demandes, ou bien est-ce que le poisson est finalement très marginal par rapport à beaucoup d'autres consommations alimentaires? Alors, bon, j'ai choisi comme image introductive le port de pêche de Boulogne-sur-Mer, parce que c'est l'un des premiers ports de pêche en France. C'est également l'un de ceux à partir desquels les stratégies de transport de poissons vers l'intérieur, et puis les stratégies de diffusion, voire même de comités de propagande en faveur de la consommation de poissons, se sont développées très fortement. Et là, l'illustration, elle est celle d'une mise en avant des capacités économiques de la Compagnie du chemin de fer du Nord, donc dans les années 1930, faisant du port de Boulogne-sur-Mer l'un des ports d'attache absolument clés de l'évolution de la consommation de poissons en France. Alors, si on prend le premier point, on va pouvoir, sur les dernières années, faire l'observation suivante. Sur les dernières années, la vingtaine d'années qui viennent de s'écouler, en gros, l'évolution de la consommation de poissons que vous voyez avec la courbe noire montre bien qu'il y a une évolution qui s'est accélérée. La courbe bleue montre dans cette augmentation de la consommation de poissons et crustacés celle des poissons et crustacés frais, avec une vigoureuse croissance depuis, en gros, la décennie 2010. Et puis les poissons et crustacés préparés en conserve et surgelés, qui continuent bien sûr une pente ascendante, mais qui en réalité une pente beaucoup moins nette, beaucoup moins affirmée que celle du poisson frais. Donc on pourrait déjà s'interroger sur cette question-là. Est-ce qu'au fond, par la propagande, par les réseaux commerciaux, par la distribution, par des choix alimentaires qui relèvent aussi de la diététique et de la nutrition, il y a eu une évolution portant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années à augmenter considérablement la consommation de poissons frais? Et est-ce que l'on devrait relier cette observation-là à des évolutions environnementales quant à la surpêche, par exemple, et aux préconisations qui apparaissent aujourd'hui? Alors, si on fixe un petit peu les statistiques, moi, je suis quand même frappé, à travers les analyses statistiques dont on peut disposer, de constater que à la fin du XXe siècle, en 1999, on évaluait la consommation de produits aquatiques par an et par habitant en France autour de 28 kilos. Si l'on se place en 2018, donc très peu de temps après, on est déjà à 34 kilos. Donc ça veut bien dire qu'il y a une évolution par personne, par habitant, qui est tout à fait significative. Quand on essaye d'analyser un petit peu ces consommations, plus précisément, on peut remarquer, on peut dissocier en fait l'augmentation de la consommation de poissons par rapport à l'augmentation de poissons déjà préparés et surgelés, et puis des produits que l'on va désigner comme étant des produits de traiteurs, emballés avec un code barre, ou des produits de conserve. Et on voit que l'appétence des consommateurs pour chacun des produits n'est pas la même. Dans les années 2010, on considère que le taux de pénétration des poissons frais, c'est à peu près 77% du marché. Quand on prend les surgelés, on atteint 82%. Et quand on prend les produits qui sont transformés, préparés, qui pourraient relever d'une industrie ou d'un artisanat, de la saurisserie ou de la conserve, on est à 95% du marché. Donc la consommation de poissons, elle est certes en croissance, mais elle est aussi en croissance à partir d'une transformation.
Alors cette transformation, il me semble qu'elle correspond à des évolutions qui se sont situées depuis les années 60 jusqu'à maintenant de manière très forte. Dans les années 60, la première différence que l'on pourrait observer avec notre époque récente est d'abord le fait que le commerce spécialisé, le commerce du poissonnier, reste très largement celui auquel on se réfère pour aller acheter ces produits de la mer. 55% des consommateurs s'adressent à la boutique spécialisée où 17% s'adressent au marché. C'est très différent par rapport aux consommations et aux achats que l'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la GMS détient à peu près 75% des ventes de poissons, donc ça suppose des stands spécifiques, préparation, etc. Puis ça correspond aussi à des habitudes et des pratiques de clientèle. 87% des produits de traiteurs, 80% des surgelés, 87% des conserves. Donc la première distinction que je voudrais faire, c'est justement ça, c'est comment le marché de consommation a évolué en fonction des propositions de distribution et de type de commerce. Parce que le commerce peut engendrer évidemment une relation marchande différente, et on peut imaginer que dans les années 1960, la relation pour la consommation de poissons avec le poissonnier, la poissonnière ou la petite boutique, ou le marché, était en même temps une relation sociale beaucoup plus individuelle, beaucoup plus préconisatrice éventuellement de certaines utilisations ou de choix culinaires, et ne répondait pas nécessairement à un marché d'abondance. Et là, il y a une orientation nouvelle qui est quand même assez significative. Alors, bien évidemment, des consommations de poissons qui, dans les années 60, variaient aussi en fonction des catégories sociales. On peut évaluer que la consommation moyenne annuelle était pour la population ouvrière d'environ 5 kg de poissons, quand elle était pour des professions indépendantes ou cadres supérieurs plutôt aux alentours de 8 kg. Donc il y a aussi des différences significatives dans les choix nutritionnels et puis même dans la sélection. Bien évidemment, en arrière-plan, il y a aussi dans les années 60 la montée en puissance d'une industrie alimentaire autour du poisson et une montée en puissance de la conserve particulièrement importante, même si l'industrie de la conserve date du début du 19e siècle, mais elle s'est structurée progressivement. Et alors quand on prend le troisième temps pour essayer de revoir dans une un peu longue durée à l'échelle du XXe siècle comment les consommations ont évolué, l'entre-deux-guerres me paraît aussi une période particulièrement intéressante. D'abord parce que la consommation par tête a véritablement augmenté à ce moment-là. En 1914, on était en France à peu près à 8 kg de consommation par tête. En 1938, on était passé à 14 kg. Donc il y a bien eu un moment là qui a été décisif. Et puis ce moment a été décisif en particulier parce qu'après la Première Guerre mondiale, le discours des professionnels, le discours des marieurs, le discours des pêcheurs, a été de chercher de très nombreux intermédiaires pour multiplier la consommation de poissons. Et là, je crois qu'il y a une matrice intéressante sur la façon dont les choses ont bougé durant l'entre-deux-guerres avec la structuration d'un marché du poisson beaucoup plus fort. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve donc avec un équipement de préparation des poissons qui est de cet ordre, 4 usines de congélation qui traitent à peu près 20 tonnes de poissons. Le séchage et la saurisserie représentaient à peu près 250 ateliers, 31 usines pour le séchage, 200 ateliers à peu près pour le saurissage. Et puis les conserveries restaient évidemment l'héritage du 19e siècle, c'est-à-dire particulièrement importante, plus de 250 conserveries, géographiquement très concentrées, évidemment, comme vous le savez, plutôt vers l'ouest de la France et en particulier en Bretagne. Alors, ça conduit ces évolutions et puis ces moments de rupture à deux interrogations. Comment le marché du poisson et comment les consommations ont-elles été stimulées ? Comment ont-elles cru ? Alors, le premier élément qu'on pourrait mettre sur la table pour expliquer cette croissance de consommation des produits de la mer, c'est au fond les actions promotionnelles qui ont été développées après la Première Guerre mondiale, de manière très nette. Il y a un congrès qui est réuni en 1925 à Bordeaux, où des actions de propagande, c'est vraiment le terme que l'on utilise à l'époque, qui avaient débuté déjà depuis quelques années, mettent en avant une idée,
le poisson présente une qualité nutritionnelle particulière et dans bien des cas au moins, elle est égale à celle de la viande de bœuf. Alors, ça paraît être quelque chose de tout à fait anecdotique et secondaire. En réalité, on s'inscrit dans un mouvement d'évolution de l'alimentation qui, depuis les années 1890, porte en avant une forme d'hygiénisme alimentaire qui contribue à mettre en regard de ce qui a été le grand enjeu du 19e siècle, c'est-à-dire pour considérer que le niveau de vie des populations s'améliorait, constater qu'il y avait à la fois la progression de la consommation de viande, et en particulier de viande bovine, et puis la consommation de sucre. Eh bien, on est dans les années d'entre-deux-guerres, exactement dans une évolution qui consiste à dire que, d'un point de vue diététique ou nutritionnel, peut-être que les options qui ont été choisies dans les décennies précédentes ne sont pas nécessairement les meilleures et qu'il y a d'autres orientations. Et on voit bien, à travers ce type de citation, vous voyez comment on essaye de pousser en avant la consommation de poissons. Pousser en avant la consommation de poissons, ça veut dire forcément, derrière, pousser en avant la consommation et la production et la pêche. Alors, il y a des initiatives qui sont tout à fait significatives. La grande semaine du poisson à Boulogne en 1923, des actions pour développer les friteries de poissons en constatant que ce type de consommation est largement répandu en Grande-Bretagne mais qu'il est très faiblement présent en France en particulier. Et puis des actions pédagogiques avec des initiatives professionnelles où l'on voit plusieurs acteurs intervenir. Il y a vraiment une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Le ministère du Commerce, le secrétariat d'État à la marine marchande, les armateurs, les compagnies de chemin de fer. Et les compagnies de chemin de fer en particulier sont des acteurs importants de cette mutation du marché du poisson. Vous avez ici une représentation dans le journal ferroviaire Notre Trafic en 1938 du temps nécessaire pour, à partir de Boulogne ou à partir de Lorient, ravitailler l'intérieur, les villes de l'intérieur, enfin bref, permettre aux habitants éloignés des littoraux de consommer aussi à leur tour du poisson. Donc il y a une vraie stratégie qui se développe, stratégie qui est appuyée sur l'amélioration technique des transports ferroviaires et le développement des transports frigorifiques. Stratégie qui s'appuie également sur un fonds de comportements sociaux dans lesquels la consommation du poisson le vendredi n'est pas absolument anecdotique, bien au contraire, il reste des usages religieux, des usages sociaux dont on voit la trace, vous voyez par exemple avec ce graphique qui montre les variations quotidiennes au départ de Boulogne en 1938 pour prévoir le ravitaillement pour le jour maigre, pour le vendredi. Donc il y a une vraie mobilisation des infrastructures, une vraie mobilisation pour ravitailler le marché. Et ce jour maigre pouvait avoir une incidence particulièrement importante sur cette consommation de poissons. Alors il y a aussi, évidemment, dans la valorisation nutritionnelle, des aspects qui vont faire d'abord mettre en priorité le poisson frais, puis ensuite vont développer un certain nombre d'autres produits. Alors, poisson frais, c'est évidemment un conseil nutritionnel qui peut apparaître, mais c'est aussi des formes de consommation de luxe. C'est-à-dire qu'il faut aussi se reporter aux vitrines et aux bancs décaillés des grands restaurants parisiens où la consommation de produits de la mer représente une forme de restauration luxueuse. Les consommations plus modestes, elles s'incarnent en fait dans les conserves. Et donc, il y a une sorte de champ de consommation qui s'élargit entre des possibilités un petit peu sophistiquées de consommation et puis, de l'autre, des consommations qui sont plus habituelles, plus modestes et moins onéreuses. Et c'est sur cet aspect-là que les comités de propagande, dans les années 30, vont jouer pour essayer de développer la consommation de ces produits. Effort de propagande qui s'articule en particulier sur la démonstration des aspects nutritionnels. Donc il y a de très nombreux textes que l'on pourrait mobiliser, qu'on pourrait solliciter pour montrer combien des médecins, des marailleurs, des poissonniers, des acteurs des chambres de commerce locales mettent en avant cet argument nutritionnel pour susciter le développement. Cet argument nutritionnel, on va le retrouver un petit peu plus tard, dans les années 1960, lorsque la promotion des surgelés va rentrer dans une double stratégie, à la fois une stratégie nutritionnelle, diététique ou de la bonne ménagère, qui consiste à dire que le poisson surgelé ne présentera aucun déchet,
Donc la consommation sera complète, que ce sera un poisson qui sera toujours, enfin c'est présumé comme tel, savoureux et conservé avec un état de fraîcheur qui est avantageux. Et puis il y a toute une dimension économique qui vient s'ajouter. C'est-à-dire que l'un des enjeux qui peut être pris dans l'évolution de la consommation de poissons, c'est aussi de saisir comment la distinction de prix joue. Or, les surgelés, dans les années 1960, au moment où précisément les ménages français commencent à s'équiper de congélateurs, c'est plutôt dans la décennie 1970 que le taux d'équipement devient vraiment important, mais à ce moment-là, les ménages français s'intéressent à la promotion du surgelé parce que justement, il y a le sentiment à la fois de pouvoir disposer de poissons frais de manière régulière, sans déchets, à des prix économiques et qui finalement permettent de répondre aux préconisations nutritionnelles qui étaient mises en avant. Alors, ça me conduit au dernier point. Le dernier point qui est de savoir comment la consommation de poissons est articulée sur l'assiette et comment on la mange. Le discours général qui a longtemps prévalu au cours du XXe siècle, c'était l'ignorance culinaire de la préparation des produits de la mer. Alors, on insistait sur le courbouillon qui était mal fait, ou en tout cas pas préparé avant le poisson, des poissons trop cuits avec des feux trop vifs, mal maîtrisés. Il faut aussi se reporter au type d'équipement culinaire que les cuisines des ménages peuvent avoir, avec des modes de régulation qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. L'inconvénient de la persistance des odeurs de friture, qui est toujours rappelé comme un enjeu désagréable de la consommation de poissons. Et puis, le fait que c'est quand même une consommation qui est plutôt saisonnière, un achat qui est plutôt saisonnier, et donc c'est au moment de l'abondance que l'on peut acheter, et il y a des différences saisonnières, des ruptures d'approvisionnement qui contrarient finalement une diététique de tous les jours. Alors, petit à petit, le poisson est quand même promu, mais il reste, on le voit dans les consommations, un aliment qui n'est pas forcément apprécié comme on pourrait l'imaginer. Une grande enquête à la fin de la décennie 1960 montre que parmi les aliments préférés, interrogeant à peu près 1300 familles un peu partout en France, les viandes arrivent à 29%, la pomme de terre à 16% et le poisson à 4%. Bon. Et ensuite, quand on prend une autre question qui indique quels sont les aliments qui sont les plus souvent servis à table, le poisson l'est à 1,4%. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction entre le développement d'une stratégie de propagande nutritionnelle, commerciale, économique et la réalité des pratiques qui limitent en fait cette consommation de produits de la mer. Les raisons invoquées, le prix, souvent, l'insuffisance du marché ou le fait que ça ne nourrit pas. Donc là, il y a une dimension psychologique, nutritionnelle ou de connaissance diététique qui intervient, qui modifie évidemment la perception. Alors cette perception des consommations va évoluer ensuite avec progressivement un élargissement des modes de consommation. Vous voyez ici un agenda d'une moyenne surface, les magasins Codec en 1954. Eh bien, qu'est-ce que l'on propose aux ménagères pour leur liste de commissions? C'est sardines à huile, thon naturel, saumon, maquereau, langouste. Donc voilà quel est le périmètre à l'intérieur duquel on s'insère. Dans les années 1960, sur quoi insiste-t-on? Bien, progressivement sur une multiplication des recettes. Et il y a là aussi un temps de promotion à la fois d'un certain régionalisme culinaire, d'une certaine variation des types de recettes. Mais le poisson n'est jamais mis en avant comme il va l'être à partir des années 1980. Parce qu'il y a une rupture, et je finis sur ça, il y a une rupture qui s'opère à partir des années 1980, à la faveur notamment de la cuisine gastronomique et étoilée, qui, à la rencontre du Japon, va découvrir, ce qui va ensuite se développer dans le contexte de la nouvelle cuisine, d'un bouleversement absolument considérable qui modifie de manière décisive les temps de cuisson et les pratiques de cuisson du poisson. Et avec cette modification qui
dans les 2 décennies suivantes, a conduit à la multiplication en Europe et en France des restaurants dits à la japonaise et de consommation de poissons crus. Il y a une mutation complète des pratiques, et cette mutation complète, elle répond à la fois à des questions nutritionnelles, à des questions de goût ou de type, et en même temps à des modifications qui, vous voyez, sont héritées d'une stratégie qui s'est développée tout au long du XXe siècle pour élargir la consommation de ces produits, dont on voit que depuis les années 2010, ils se sont enrichis, mais avec une volonté qui est d'aller quand même malgré tout le plus souvent possible à la simplicité. Et on pourrait en prendre un indice. Dans la vente des coquilles Saint-Jacques, on vend de plus en plus la coquille en tant que telle, mais sans la coquille, justement pour avoir des préparations qui sont simplifiées. C'est une histoire de longue durée. Et ma seconde, finalement, s'est épaissie à la minute, ce qui explique que j'ai débordé. Et je vous remercie. Merci Sylvie, merci Christophe pour cette invitation. Quand Christophe m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire et là, je vais faire un petit peu le pont, je pense, entre ce que Roland a expliqué tout à l'heure et ce que je vais vous présenter. J'ai intitulé cette présentation « Un garde-manger », mais pas seulement, parce qu'en ayant travaillé avec différentes populations, on parle souvent de l'océan comme ressource, mais souvent on s'empresse aussi de dire « mais ce n'est pas que ça, l'océan, et ce n'est pas que ça, l'exploitation des océans ». Donc, il faut que j'appuie ici, je pense. Donc, moi, ce qui m'intéresse souvent, voilà, c'est tous les savoir-faire et savoir-être autour de la pêche, alors qu'il peut être différente. Ce qu'il y a aussi autour des espèces marines, et je vous en parlerai, et ce qu'on peut, voilà, cette discussion entre ce qu'on a qualifié pendant longtemps de patrimoine naturel et de patrimoine culturel. Alors, j'ai choisi 3 exemples qui sont 3 exemples de terrain que j'ai pu faire il y a quelques temps, hein, puisque je fais un peu moins de terrain quand même aujourd'hui. La pêche de la coquille, la pêche à la drague des coquilles Saint-Jacques en rade de Brest, la pêche à pied des ormeaux et homards au niveau de l'archipel des 7 îles, là on est donc en côte d'Armor, et la pêche dans l'archipel des Marquises en Polynésie française. Le travail qui est fait à chaque fois, hein, c'est d'observer, d'être donc avec ces pêcheurs, donc d'embarquer ou de faire de la pêche à pied avec les personnes qui font de la pêche à pied, et aussi des entretiens avec les personnes qui pêchent. Donc ça, c'est le travail de l'anthropologue, hein, qui suit, qui vit ce qui se fait et qui le ressent dans son corps aussi, parce qu'embarquer sur un bateau qui fait de la pêche à la coquille, à la drague, c'est aussi tout le corps qui le vit, et quand on n'est pas habitué, je vous en reparlerai, c'est assez surprenant et on risque de tomber à l'eau quand même assez régulièrement si on ne fait pas attention, ce qui fait que certains avaient du mal à me dire « Oh là là, vraiment, je vous embarque ». Attention, c'est quand même très compliqué et il faut tenir dessus. Alors, les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Alors, je voulais commencer par les savoirs. Donc, autour de la pêche, c'est déjà cette connaissance des fonds marins. Et donc, on a bien cet espace en 3 dimensions, hein, et je vous ai mis qui est connu avec ou sans instrument, et j'ai mis 2 cartes. La carte de la rade de Brest, et effectivement, les pêcheurs à la drague en coquille Saint-Jacques connaissent parfaitement les fonds marins. Alors maintenant, ils sont équipés de différents instruments, mais ce n'est pas que les instruments qui les aident. Il faut voir que le matériel, c'est un matériel qui coûte cher, hein. Il ne faut pas qu'il reste accroché quand on passe la drague. Et donc, il y a une connaissance extrêmement précise. Ils connaissent tous les traits de drague qu'ils conservent précieusement. Ils ont des carnets qu'ils annotent tous les jours. Et donc, ils savent exactement où est l'endroit pour pêcher, le meilleur endroit pour la pêche. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, parce que même sans les instruments, ils pourraient évidemment pêcher
de manière très, très précise et on est au mètre près quand il s'agit de faire de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Après, en dessous, vous avez une carte, alors qui est une carte un peu spécifique, qui n'existe pas, sauf quand on l'a utilisée dans notre programme de recherche, qui est une carte de l'île de Tawata dans l'archipel des Marquises en Polynésie française. Et en fait, il n'existait pas de carte qui superpose les fonds marins, donc avec les éléments du chaume, hein, et puis cette carte IGN où on a l'ensemble des éléments. On avait soit la carte IGN, soit les cartes des fonds marins. Et là, pour des besoins de recherche avec un travail participatif auprès de tous les habitants, on avait superposé les deux. Et c'était la première fois que les pêcheurs voyaient une carte marine. Mais ça ne les empêchait pas, évidemment, de connaître parfaitement tous les fonds, tous les hauts fonds, mais les repérages se font bien différemment. Alors, il y en a qui sont indiqués, ils ne sont pas très, très visibles là-dessus, mais donc, puisqu'on a travaillé avec eux en cartographie participative, avec un système d'AMER qui est très connu des pêcheurs et qui savaient exactement où aller, mais ils étaient quand même extrêmement intéressés pour une fois de voir ces cartes marines. Cartes marines qui sont assez incomplètes, il y a encore des espaces qui ne sont pas du tout répertoriés. Donc ça, c'est la première chose qui est extrêmement intéressante, c'est cette connaissance extrêmement précise des fonds marins, avec des toponymies aussi qui existent sur ces fonds qui sont du registre de l'invisible, puisque c'est là-dessous. Mais pour nous, terriens, effectivement, ça peut paraître de l'invisible. Le deuxième point, c'est l'ensemble de ces savoirs qui concernent aussi l'éthologie des espèces. Suivre des pêcheurs d'ormeaux. Alors les pêcheurs d'ormeaux, il y en a plusieurs types. Il y a ceux qui se qualifient de... Non, c'est pas moi, donc ça va. Qui se qualifient de traditionnels, qui ont une pêche aux ormeaux... Voilà, on en reparlera, mais plus traditionnel. Puis après, vous avez tout le braconnage autour de l'ormeau, parce que c'est quand même un mets extrêmement recherché. Mais les uns et les autres, que ce soit les braconniers, puisque j'ai aussi travaillé avec les braconniers, ou les pêcheurs traditionnels, connaissent exactement cette léthologie de l'espèce en fonction de la température, les endroits privilégiés, voilà, où est-ce qu'on peut les trouver. Et ce qui m'avait le plus fasciné, je vous ai mis une photo d'un homard, c'est la pêche du homard à pied, où là, j'ai eu la chance de suivre pendant plusieurs marées, plusieurs années, un pêcheur de homard à pied qui, là on est sur l'archipel des 7 îles, donc c'est en face de Perros-Guirec, pendant les grandes marées, savait exactement où il pouvait trouver les homards à pied et revenait toujours avec des homards à pied. Et il y a tout un tas d'éléments qui lui permettaient de savoir en fonction de la cavité, de la hauteur de l'eau, enfin tout un tas d'éléments. Et c'est des connaissances, des savoirs qui sont extrêmement précis et qui permettent d'avoir cette pêche à pied de très haut niveau. En tout cas, c'était qualifié de très haut niveau par tous ses collègues qui étaient absolument admiratifs de ce qu'il était capable de ramener. Et puis cette connaissance holistique. Alors, je vous ai mis en haut un petit bout d'Annuaire des marais, parce que si je repense à ce pêcheur à pied qui avait accepté que je l'accompagne, parce que moi, je n'y connaissais rien, donc je ne risquais pas de lui voler ses coins. Donc et donc j'accompagnais à toutes les marées, que je suivais péniblement. En fait, je lui ai dit, c'est assez simple, il suffit que je regarde l'annuaire des marées et je saurai de combien l'eau descend. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est une indication, mais après, vous avez les vents, évidemment la marée, les courants, la pression atmosphérique, la température qui influencent, parce que l'idée, c'est bien de se trouver au bon endroit au moment où l'eau est juste comme il faut. C'est-à-dire, si on doit pêcher un homard à pied, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau et il ne faut pas qu'il y en ait... il faut juste, pour pouvoir voir un certain nombre de signes. Et puis, je vous ai mis aussi en dessous évidemment, les pêcheurs, ceux qui pratiquent la pêche le savent, c'est aussi tous ces éléments autour de la présence des oiseaux, des chasses, et puis d'autres poissons qui permettent de savoir. Donc, vous avez cette connaissance qui est évidemment la connaissance de l'espèce, mais aussi de tout un tas d'indicateurs biotiques et abiotiques dont ils se nourrissent. Alors, les savoir-faire aussi... savoir-faire, c'est... je vous ai parlé beaucoup de cette pêche à pied,
pêche à pied, les personnes qui la pratiquent se nomment eux-mêmes des coureurs de grève. Donc c'est sur des blocs rocheux, des estrands rocheux. Quand on n'a pas l'habitude, comme moi qui étais beaucoup plus jeune, parce que c'était souvent des hommes d'une 60aine d'années, courir là-dessus, c'est pas évident avec des bottes. Alors surtout, il ne faut pas prendre des bottes de bateau, il faut prendre des bottes agricoles. Je vois Lynn qui... Voilà, il y a tout un tas, voilà, il y a le bon matériel, évidemment. Les outils aussi, je vous ai parlé de la pêche, la drague coquille Saint-Jacques sur le bateau. Quand on remonte la drague, il faut donner un coup sec pour pouvoir éliminer un certain nombre d'éléments et puis pour après ouvrir la drague. Et là, il faut s'accrocher parce que sinon on tombe par-dessus bord. C'est des petits bateaux, donc il faut faire attention. Donc il y a tout ce savoir aussi du corps qui est totalement incorporé. Et je vous ai mis aussi des dessins d'hameçons. Ça, c'est des outils qui sont des hameçons qui sont préparés par les pêcheurs marquisiens, qui sont des hameçons qui sont préparés sous des formes très anciennes. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils aiment bien aussi commander des hameçons chinois tout faits. Mais sinon, voilà, c'est avec de la nacre, avec de la queue de cochon. Et puis avec des pierres ou avec de la nacre pour à la fois les hameçons et les poids de ces hameçons. Donc il y a aussi tout ce savoir-faire autour de ce qui est préparé. Et dans la pêche à pied, ils fabriquent eux-mêmes leurs outils pour les ormeaux, pour décoller les ormeaux. C'est des outils qui sont fabriqués. Et souvent, c'était fabriqué par ceux qui savaient souder l'inox. Et l'arsenal à Brest a été un très, très grand pourvoyeur d'outils de pêche à pied. Voilà les gestes, décoller d'un coup sec, ces ormeaux, parce que si vous ne décollez pas du premier coup, vous ne les aurez pas. Donc il faut pouvoir décoller. Il y a tout un tas de gestes, sentir une ligne. Bon, je vais pas m'attarder, mais en fait, ce qui intéresse les ethnologues, c'est bien ça. C'est aussi à la fois la compréhension de ces savoirs, mais aussi tous ces savoir-faire qui sont des savoirs intégrés, corporels, qui sont intégrés depuis très, très longtemps, qui sont appris. Généralement transmis de génération en génération, et quand vous ne les connaissez pas du tout, c'est là où vous voyez toute la difficulté de ces gestes, et c'est aussi intéressant de soi-même essayer pour voir ce que ça donne. Donc les signes, ces signes du homard juste à l'entrée pour savoir dans quel sens il faut l'attraper, parce que si vous l'attrapez dans le mauvais sens, dommage pour votre main. Et donc il y a un signe spécifique sur le sable, deux petits traits à l'entrée, et qui vous permet de savoir dans quel sens il faut attraper le homard. Donc une fois que vous êtes sûr de ça, vous mettez votre main dans ce que vous ne voyez pas et vous attrapez le homard. Et donc, c'est toute cette dimension sensible qui engage non seulement les savoirs, mais qui engage l'ensemble de l'individu qui sont intéressants à prendre en compte. Alors, les savoir-être aussi. Alors, évidemment, là, je vous parle de pêche et de pêche à pied, de pêche particulière, mais qui sont dans le respect des individus. Quand on pêche à pied, il est très malvenu de s'approcher trop près de ceux qui pêchent. Il y a une proxémie, donc il faut une distribution dans l'espace qui est très particulière. Et il y a aussi tout un tas de ruses où les très bons pêcheurs font croire qu'ils vont dans des coins, mais où ils n'y vont pas. Ils y vont après les autres. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses et il faut absolument respecter ça. Il y a une certaine idée de la tempérance. Un petit peu, il y a un anthropologue qui a travaillé, plusieurs anthropologues, mais sur la chasse. Et c'est un bon chasseur se révèle aussi par ce qu'il prend. Et c'est pas abattre tout ce qui passe. C'est vraiment choisir. Et donc là, pour cette pêche à pied, c'est aussi une certaine tempérance. Alors, ça ne veut pas dire que les règles soient respectées. Je vous ai mis un tableau avec un ensemble de règles. On a le droit de pêcher de telle date à telle date. Alors, généralement, ça, c'est à peu près respecté, les dates, parce qu'il y a la police maritime, quoique les braconniers ne les respectent pas du tout. Mais après, c'est une norme sociale. Moi, à chaque fois que je suis allée pêcher, il y en avait toujours un petit peu plus, un petit peu plus petits qui étaient aussi pêchés, mais il y avait toujours des bonnes raisons.
on va les donner, on ne va pas les relâcher, on va se faire une petite grillade avant de partir. Voilà, donc c'était... Voilà, ça ne veut pas dire que les règles soient totalement respectées, mais il y a quand même une norme sociale qui est communément acceptée. Et puis, cette distribution aussi, distribution aux uns, aux autres, des repas de famille. On ne mange pas n'importe comment des ormeaux ou un homard pêché à pied. Alors, autour de l'espèce maritime, là, c'est plutôt, je vais me centrer sur le travail que j'avais fait dans l'archipel des Marquises. Ce qui est intéressant, c'est effectivement pêcher. Donc, il y a tout un tas de techniques de pêche qui sont très bien, voilà, qui sont connues, qui sont très bien répertoriées. Bon, c'est souvent de la pêche à la ligne, ou alors c'est de la récolte. Après, il y a un petit peu de pêche avec des harpons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement pêcher. Il faut aussi conserver. Et donc, là, il y a des produits, voilà, des préparations qui permettent de conserver, qui sont... Alors, là, c'est des poulpes qui sont en train de sécher, mais il y a aussi tout un tas de trucs, des recettes de conservation. Il y a toute cette préparation du poisson qui est aussi extrêmement importante. J'aurais dû le mettre dans notre centre, préparer, conserver, cuisiner. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi tous les arts culinaires autour de cette pêche ou de cette collecte de produits de la mer et qui sont très importants. Quand on a travaillé sur ce programme qui était d'essayer de comprendre les liens que tissaient les habitants des Marquises avec l'océan, on interrogeait qu'est-ce qui est important pour vous quand on parle de la mer. Et les recettes de cuisine sortaient évidemment. Il y avait d'abord la pêche et puis après, ben oui, mais c'est pas... Voilà, il faut aussi, alors les mamans, parce que c'est surtout les mamans qui préparent tous les repas, qui les conservent, parce qu'il n'y a pas forcément de réfrigérateur encore maintenant partout. Et là où je fais le lien avec Roland, parce que tu l'as déjà commencé à l'évoquer, alors un lien, c'est aussi nommer, c'est aussi dans une langue des noms vernaculaires qui sont extrêmement importants. C'est aussi raconter, parce que vous avez tout un tas de grands récits ou de mythes autour de ces espèces marines. Et tout à fait... c'est à droite là-bas ? La tortue, merci. Tout à fait à droite, vous avez une petite tortue en pierre, mais qui est une tortue magique. Elle indique aux pêcheurs... où sont les bancs de poissons, et donc on le met sur l'avant on met cette tortue sur l'avant de son bateau, et la tortue dirige les pêcheurs, et après elle rentre toute seule chez elle, tranquillement, et donc on retrouve la tortue en pierre chez elle. Et voilà, vous avez comme ça de multiples, vous avez des tikis aussi en forme de produits de la mer. Et bien évidemment, aux Marquises, vous pouvez dessiner, tatouer, danser, chanter, c'est toutes ces espèces. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette question. Alors, on avait travaillé, voilà, un des résultats du travail, c'était aller voir l'ensemble des populations des îles, des 6 îles habitées des îles Marquises. Et dans ce lien à la mer, évidemment, vous avez tout ce qui est lié aux techniques de pêche, aux savoirs liés à la navigation, mais vous avez tout ce qui est art culinaire, je vous en ai parlé, c'est aussi des techniques médicinales, puisque les éléments, les espèces marines servent aussi à tout un tas de techniques médicinales, les petits poissons qu'on met dans les oreilles quand on a mal aux oreilles, voilà, il y a tout, voilà, plein de choses. C'est aussi de l'artisanat, comme l'a montré, qui perdure, toutes ces dents, tous ces coquillages qui sont percés, qui servent de collier. C'est aussi des connaissances éthologiques avec des zones de reproduction, zones de pêche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, puisqu'on était là-bas à l'occasion pour à la fois l'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial
ce qui a été fait il n'y a pas très longtemps, mais nous, on était là quelques années plus tôt, mais aussi pour l'idée de construire, de créer une aire marine gérée, surtout la ZEE des Marquises, ce qui ne s'est pas fait, mais ce qui aurait pu se faire, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons. C'était de se dire que quand on veut faire de la conservation ou de la gestion des espaces, bien sûr, tous les éléments écologiques sont très intéressants à prendre en compte. Et donc, quand vous créez un parc naturel marin ou voilà, une aire marine protégée, vous faites une analyse écologique pour avoir les éléments les plus remarquables qui seraient à protéger. Il y a des analyses socio-économiques pour avoir voilà, les menaces, les ports, les pollutions possibles. Et donc là, c'est la première fois où on se disait, à l'échelle de l'archipel, on va faire aussi une analyse culturelle, et notamment, voilà, les Polynésiens sont très sensibles à ce lien océan-population. Et cette analyse culturelle faisait qu'il y avait une véritable appropriation de cette création d'une aire marine protégée, parce que, alors pour simplifier, mais un poisson qui disparaît parce qu'il voit quand même là aussi des surexploitations, du braconnage, changement climatique, c'est aussi un nom dans une langue, parce qu'on parle marquisien du Nord, marquisien du Sud. C'est aussi la disparition d'un nom, c'est aussi la disparition de savoir, de techniques, et aussi de techniques culinaires, de techniques de pêche, de chant, et de danse ou de tatouage. Et c'est quelque chose qui a été mis véritablement en avant, donc ce lien entre ces espèces marines et ces populations. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, c'est bon. Je vous remercie. On a le temps pour quelques questions des auditeurs pour nos intervenants. Alors, c'est bon. N'hésitez pas. Ça marche? Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, j'ai une question pour Monsieur Willio. Par rapport à au fait de revendiquer, de faire augmenter la consommation de poissons par la nutrition, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Est-ce que c'était parce qu'il fallait lancer le secteur de la pêche économiquement pour la France? Est-ce qu'il y avait cette volonté de puissance économique derrière? Ou est-ce que vraiment on avait envie que les Français mangent du poisson pour ses qualités nutritionnelles? Alors la dimension nutritionnelle, elle revient systématiquement dans le discours parce qu'il y a des études de diététique qui montrent les avantages. Et puis dans la décennie 1950, la création véritablement d'une profession de diététicien contribue aussi à diffuser ce discours. Mais la réalité, c'est le lien entre de très nombreux acteurs. C'est-à-dire que par exemple, les compagnies ferroviaires qui s'équipent en wagons frigorifiques souhaitent faire du trafic. Donc du trafic, c'est la marée de Boulogne qui arrive aux Halles de Paris et qui évidemment a un marché déjà ancien à travers les restaurants. Mais il s'agit d'élargir les cargaisons, il s'agit d'élargir la diffusion. Donc les compagnies de chemin de fer, par exemple, sont des acteurs qui poussent pour le développement parce que, bien évidemment, la marée rapporte. Donc il y a d'un côté des acteurs économiques comme les compagnies de chemin de fer. Il y a de l'autre des médecins ou des nutritionnistes ou des diététiciens qui mettent en avant l'évolution des régimes. Et puis il y a aussi toute la structure commerciale, c'est-à-dire que le développement de la GMS à partir des années 1960-1970 tente de s'approprier un certain nombre de marchés et donc de diversifier les gammes. Donc c'est vrai pour le poisson frais, mais c'est encore plus vrai pour le développement de tout un travail artisanal et industriel dans la saurisserie. Donc ce n'est pas uniquement une question de diététique et d'hygiène alimentaire, c'est évidemment aussi une question économique.
Moi, je suis arrivée en retard, donc peut-être vous en avez déjà parlé au début, mais quid de la pollution des océans et quel est l'avenir par rapport à cette pollution? Est-ce que vous en avez peut-être parlé au début? Non. Je peux répondre facilement, c'est l'enjeu de la deuxième session plutôt, a priori. Enfin, donc on va en parler, ça tombe bien, vous voyez. Vous êtes arrivé très en avance en fait par rapport à la réponse qu'on va donner, parce que ça va être plutôt la deuxième session. Merci. Plus qu'une question, c'est une observation. J'ai été pendant 14 ans responsable des marchés des produits de la pêche au ministère de la Mer et à la Commission européenne. Je pense qu'il faut bien voir que pour le seul marché français, la production française ne couvre qu'à peine 1/5 de la consommation. Pour 1 milliard de poissons produits en France, on importe 5 milliards de poissons de l'étranger. Et il y a un facteur qui a été essentiel dans le développement de cette importation. D'abord, c'est la mondialisation, comme dans tous les autres secteurs de l'économie. Il y a les progrès en matière de conservation du poisson, notamment par le froid, mais il y a aussi une chute spectaculaire du coût du fret aérien. Il arrive toutes les semaines à Rungis au moins 2 avions de poissons en provenance d'Afrique. Sur le marché de Mercamadrid, qui est un marché assez similaire au marché français, encore plus développé, il y a plusieurs vols quotidiens qui arrivent d'Afrique ou d'Amérique latine pour approvisionner le marché en frais. Donc, le développement de la consommation n'est pas dû au développement d'une production française qui est stable à peu près depuis 20 ans, au lieu d'entre 500 et 600 000 tonnes de poissons. Elle est due à l'évolution des techniques de transport et de conservation qui a fait qu'il y a eu un développement assez spectaculaire de la consommation du poisson. Merci. C'est un commentaire plus qu'une question, mais du coup, je vais rebondir sous forme de question, peut-être sans doute pour toi, Jean-Pierre, par rapport à ce que nous a montré sur l'évolution sur ces 50 dernières années. Le poisson là qu'on consomme en France, c'était du poisson français, entre guillemets, j'imagine, principalement. Bon, je n'ai pas une analyse géographique fine pour répondre avec des statistiques précises, mais essentiellement, c'est un poisson qui vient de 2 types de pêche, la petite pêche littorale et la grande pêche que l'on voyait par exemple à Boulogne-sur-Mer. Donc ce sont des pêches françaises. La remarque que monsieur vient de faire sur les effets de la mondialisation et la multiplication des trafics explique aussi la diversité des types de poissons qui sont arrivés sur l'étal des poissonniers. Parce que là, on raisonne par rapport à l'océan, mais il y a aussi toute une cuisine du poisson ou de ce que l'on pêche dans la rivière qui était la cuisine de l'intérieur. Avec peut-être juste une remarque, le fait qu'il faut prendre aussi en compte pour l'approvisionnement français, le fait que très longtemps, l'empire colonial français a permis aussi d'approvisionner à partir d'un certain nombre de ressources de pêche. Oui, moi je voudrais poser une question à l'ethnologue. C'était très intéressant ce que vous nous avez raconté, on avait vraiment envie d'en savoir plus. Mais une des questions que je me pose, c'est celle de savoir si vous en parlez comme d'un ensemble de savoirs en voie de disparition. C'est-à-dire qu'on étudie parce que bientôt personne ne saura plus repérer les ormeaux et les homards, et que donc il faut s'en souvenir en quelque sorte. Ou est-ce qu'il y a une transmission de ce type de connaissances? Juste pour préciser, j'ai un souvenir personnel d'une époque où, quand j'avais 20 ans, on ramassait des moules dans le sable sur les plages de Bretagne, on les prenait avec les pieds, on les mangeait. Et je ne pense pas que qui que ce soit fasse ça maintenant. Donc, est-ce que c'est parti? Est-ce qu'on est vraiment maintenant dans l'industrie du poisson ou est-ce qu'il reste un artisanat, une connaissance familière? Alors, peut-être 2 réponses. Pour ce qui est de cet exemple de la pêche à la coquille Saint-Jacques, ça reste une petite pêche artisanale et il reste des pêches artisanales en France. Les mêmes coquillers font souvent aussi la pêche au bar dans le Rat-de-Seine et ont développé aussi des compétences et des savoirs spécifiques, même s'ils sont extrêmement outillés et qu'ils ne font plus comme les premiers. Je me souviens d'avoir travaillé avec un pêcheur alors là, qui était vraiment à la retraite, mais qui avait appris comme mousse à se diriger sur l'île de Sein, puisque c'était un
un sénant avec les yeux bandés, parce qu'il n'y avait aucun instrument, donc il fallait qu'il sache, même par temps de brouillard complet, pouvoir retrouver le port. Donc, en fait, c'est d'autres. Il y a toujours des savoirs et des savoir-faire, mais qui sont peut-être davantage maintenant médiés par des outils, mais qui demandent quand même une compréhension du milieu extrêmement fine, surtout quand on a ces pêches très spécifiques, hein, parce que pêcher le bar dans le Ratsin, bon, moi j'y suis allée quelques fois avec eux, là aussi c'est sportif, hein, et il faut extrêmement bien connaître l'endroit où on pêche. Pareil, aux Marquises, il y a un certain nombre d'évolutions, quand je vous disais qu'ils fabriquaient plus beaucoup leurs propres hameçons, leurs propres poids de pêche, leurs propres lignes, mais ils essayent quand même de garder à travers des animations un peu patrimoniales toutes ces connaissances, parce que pour eux, ça fait vraiment partie de leur culture de peuple de l'océan, de pouvoir garder ça, comme la manœuvre de pirogue. Donc ça, c'est une chose. Après, quand on voit l'engouement qu'il y a encore aujourd'hui face aux grandes marées, il y a quand même de la transmission. Alors, je ne vais pas dire que c'est toujours... il y a aussi beaucoup de touristes qui font un petit peu n'importe quoi. Mais il y a quand même encore des formes de transmission de pêche dans certains endroits, quand on a été soi-même éduqué par ses parents, ses grands-parents, et on apprend à ses enfants comment on pêche à pied. Donc, tout n'est pas en voie de disparition. Et quand c'est de la pêche artisanale, même s'il y a plus d'instruments, il y a quand même toujours des savoirs très importants qui sont présents. Merci. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est bientôt 16h.